Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voudrais saluer Monsieur le ministre Anicet Le Pors, mesdames, messieurs les élus, saluer les présidents et directeurs des centres de gestion et leurs équipes, saluer évidemment les présidents des CDG de Charente et de Dordogne, saluer le président de la Fédération nationale des centres de gestion, Monsieur Iriard, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, saluer les directeurs, les cadres, les agents territoriaux, les étudiants, les futurs professionnels de l'action publique, dont j'espère à titre personnel qu'ils seront nombreux, monsieur le préfet, mesdames, messieurs. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin et je voudrais vraiment chaleureusement vous remercier de votre invitation dans ce beau département de la Charente et je l'ai dit en rentrant, dans ce magnifique équipement. Je tenais à être parmi vous aujourd'hui et ce à plusieurs titres. Tout d'abord parce que, si je suis bien informée, il s'agit de votre première conférence régionale de l'emploi public à l'échelle de votre nouvelle grande région, Nouvelle-Aquitaine, et que je tiens à saluer cette initiative d'organisation conjointe qui est pilotée par les centres de gestion de Charente et de Dordogne. Et je salue aussi vos collaborateurs qui ont organisé cette journée et qui finalement réunit les 12 centres de gestion. C'est une organisation exigeante, une concrétisation de votre grande et belle région. Et vous avez d'ailleurs été les premiers en France à signer une charte de coopération depuis la fusion des régions qui a vocation à être opérationnelle au 1er janvier 2017. C'est grâce à des temps d'échange comme celui-ci que les professionnels discutent, apprennent à mieux se connaître, créent des habitudes de dialogue, des habitudes de travail, capitalisent leurs expériences et construisent des perspectives communes de développement. Ensuite, si je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, c'est parce que je fus moi-même présidente d'un centre de gestion, celui de la Seine-Maritime, de 2008 à 2014, qui gère lui-même la carrière de plus de 17 000 fonctionnaires. Et pour la petite anecdote, et je m'en souvenais tout de suite avec Michel Iriard, quand je suis arrivée à la Fédération des centres de gestion, j'en garde un souvenir assez ému puisque j'étais, je crois, à la Benjamine et que j'ai procédé à toutes les opérations électorales qui relèvent au Benjamin de ces assemblées. Et je veux dire combien la Fédération s'est renforcée, notamment en intensifiant ses relations avec les membres du gouvernement. Et c'est important pour les centres de gestion de se faire entendre. Alors, cher Michel, bravo de ce qui est fait avec tout mon soutien. Et je mesure donc pleinement l'importance du rôle des centres de gestion en matière de conseil des collectivités territoriales, dans leur rôle d'employeur et d'accompagnement des fonctionnaires et agents publics, notamment dans cette période de profonde réforme de notre organisation territoriale. Je sais aussi les enjeux des centres de gestion et j'y reviendrai. Enfin, parce que le thème que vous avez choisi d'explorer aujourd'hui, les jeunes et leur capacité à se projeter dans la fonction publique de demain, me semble un choix particulièrement pertinent à l'heure où le monde territorial est en pleine mutation. L'élu local que je suis et que je reste, quels que soient mes mandats nationaux, je considère que l'ancrage local est le socle de nos engagements. L'élu local que je reste profondément convaincu que c'est dans les collectivités qui sont source de solutions, d'innovation, d'expérimentation, que se joue la vitalité de notre démocratie et la modernisation des services publics. Cette journée est aussi pour moi l'occasion de vous faire partager ma conviction profonde que la réforme territoriale, qui est une réforme importante de ce quinquennat, constitue une véritable opportunité pour les collectivités, pour les territoires, l'opportunité de repenser leurs modalités d'action, d'interaction aussi, leurs projets et de renouveler les dynamiques de mobilisation de leurs partenaires. En quelques mots, la réforme territoriale. Qu'est-ce que nous avons voulu faire au gouvernement, au Parlement? Nous avons voulu procéder à l'exercice qui était sans cesse repoussé de clarification des compétences entre les différents échelons de collectivité. Le fameux « qui fait quoi ». Le système était en effet, de l'aveu de tous, devenu illisible, et était devenu aussi évidemment illisible pour les citoyens. Nous avons ainsi décidé de confirmer les régions qui disposent désormais d'une taille adaptée, et comment dire, autre chose ici dans cette région Nouvelle-Aquitaine, dans leurs responsabilités économiques et d'aménagement du territoire. Elles disposeront à cet effet de 2 grands schémas qui ont une particularité, c'est qu'ils sont prescriptifs. Les désormais célèbres SRD2I et SRADET, qui sont des stratégies de développement pour le territoire régional. J'insiste sur la nécessaire concertation dans l'élaboration de ces schémas avec les collectivités territoriales. D'autres transferts structurants de compétences interviendront prochainement au profit des régions, et je pense en particulier au transport.
En outre, un dialogue d'un genre nouveau a été inauguré autour du Premier ministre, autour des plateformes État-région. Nous en évaluons les premiers succès, que ce soit le pilotage réussi du plan de formation des 500 000 chômeurs ou les négociations en cours sur les lignes TET et Intercités. Enfin, le vote récent des députés en faveur de l'attribution dès 2018 d'une part de TVA qui remplacera la dotation globale de fonctionnement des régions marque une nouvelle étape de l'histoire de la décentralisation dans notre pays. C'est une mesure particulièrement progressiste, décentralisatrice, qui renforcera l'autonomie financière des régions qui était dégradée depuis 2009. J'ajoute que les régions disposeront dès 2017, et vous saurez tout, de 450 millions d'euros pour assumer pleinement les compétences économiques face au retrait des départements. Les départements constituent, vous le savez, après un débat extrêmement vif et nourri à l'Assemblée nationale sur leur devenir, constituent un échelon intermédiaire qui conserve sa pertinence entre le bloc local en charge de la gestion des services du quotidien et les nouvelles régions qui ont été agrandies pour la plupart. Leurs compétences en matière de solidarité humaine, je pense évidemment à la gestion des allocations de solidarité et territoriales, sont confortées. À ce titre, l'ingénierie départementale continuera d'accompagner les projets locaux dans les champs listés par la loi. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un petit sujet avec les départements parce que la clarification des compétences, c'est entre nous, et les élus le savent bien, un peu comme la simplification des normes. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Mais quand on rentre dans les travaux pratiques, les Athéniens s'atteignirent. Et nous avons aujourd'hui une discussion avec les départements pour qu'ils se retirent réellement de la compétence développement économique, conformément à ce que dit la loi. La réforme s'est également traduite par un renforcement de l'intercommunalité, échelle à laquelle, peut-être vous le savez, je suis particulièrement attachée. La nouvelle carte comptera ainsi 1263 EPCI, donc intercommunalité au 1er janvier 2017, contre 2062 aujourd'hui, ce qui correspond à une réduction en nombre de 39%, ce qui est un mouvement d'une ampleur inédite. Pourquoi l'avons-nous fait ? C'est afin de permettre finalement que les services publics s'organisent enfin à l'échelle des bassins de vie, qui sont les territoires du quotidien, le territoire vécu par les citoyens, afin d'assurer une meilleure solidarité entre des territoires riches et plus pauvres, des territoires urbains, périurbains ou ruraux, à travers la mise en place notamment de pactes financiers et fiscaux. Ces communautés ont également vocation à exercer de nouvelles compétences dès le 1er janvier en matière de gestion des déchets et de développement économique, mais aussi les compétences eau et assainissement, qui ont été des compétences dont le transfert a été très discuté à l'Assemblée nationale, suivront de manière obligatoire en 2020. Sur les intercommunalités, juste vous dire d'un mot, je crois qu'elles sont aujourd'hui à un tournant sur deux sujets. Il faut que les intercommunalités arrivent à créer de la solidarité entre les communes qui les composent. On ne pourra plus tolérer une commune riche dans une intercommunalité pauvre ou une commune pauvre dans une intercommunalité riche, sauf à dire que l'intercommunalité n'a pas fait son office. Et je le dis aussi devant le public que vous êtes, parce que ça peut viser une partie de la fonction publique également, il y a un sujet de féminisation des exécutifs communautaires. Vous savez que dans ce pays, il y a 16% de femmes maires. Il y a donc par induction 7% de femmes qui sont présidentes d'intercommunalités, qui sont des échelons qui comptent énormément. Et je considère que la modernité d'un échelon, c'est aussi sa capacité à promouvoir des candidatures féminines. Et je veux dire qu'à défaut de cela, il sera difficile de le faire passer pour l'échelon progressiste qu'il doit être. C'est dit, c'est fait, et je vous le livre ainsi. La montée en puissance des métropoles est un autre axe fort de la réforme. Il y a aujourd'hui 15 métropoles. Vous savez qu'il y a une pression pour qu'il y en ait des nouvelles dans le cadre de l'examen du projet de loi Paris. Ces 15 métropoles disposent d'un nouveau statut et sont dotées de larges compétences. Elles ont, elles aussi, pour mission de faire que cesse quand l'hyper-pauvreté côtoie l'hyper-richesse, et de créer à l'intérieur de territoires qui sont extrêmement mixtes des vrais territoires de solutions et solidaires. Enfin, la commune reste la seule collectivité qui conserve la clause générale de compétence, c'est-à-dire qui peut intervenir sur tous les sujets d'intérêt municipal. Un seul chiffre suffit là encore à montrer la dynamique qui est enclenchée dans le cadre de cette réforme territoriale,
477 communes nouvelles ont vu le jour depuis l'adoption de la loi Pélissard-Pires-Bonne en mars 2015, issue de la fusion de 1639 communes historiques et qui regroupe une population totale de 1,7 million d'habitants. Ainsi, notre pays compte désormais moins de 36 000 communes, ce qui était indiqué comme le chiffre réputé infranchissable pour notre pays. Dans le même temps, et si vous voulez, si on a un temps d'échange derrière, je pourrais y revenir, les collectivités territoriales ont contribué au redressement des comptes publics de la nation en voyant leur DGF pour partie abaissée. Simplement indiquer que pour les collectivités les plus fragiles, nous avons consenti un énorme effort de péréquation, encore en 2017, puisque la DSU sera renforcée, tout comme la DSR, de 180 millions d'euros, et que nous avons enfin veillé à ce que l'investissement local puisse repartir en augmentant la DETR, la dotation d'équipement aux territoires ruraux, qui est une dotation particulièrement appréciée des élus, et par le fonds de soutien à l'investissement local, toutes ces subventions étant déléguées en gestion à monsieur le préfet. Bien sûr, ces évolutions qui sont voulues par le gouvernement et le législateur ne produiront tous les effets attendus au bénéfice de nos concitoyens qu'à la condition que les acteurs du service public local, élus et agents publics, se mobilisent à la hauteur de ces enjeux. Et il n'est pas un seul de mes discours dans lequel je ne signale pas et je n'insiste pas sur l'importance du travail des services publics auprès des élus. Et je sais pouvoir compter sur leur et sur votre détermination. L'accompagnement des acteurs et agents publics territoriaux est une priorité. La loi MAPTAM et la loi NOTRe comportent ainsi des mesures destinées à conforter les garanties individuelles et collectives des personnels territoriaux, notamment l'obligation de maintenir les conditions de statut et d'emploi imposées dans les nombreux cas ou de modification de périmètre, comme je viens de l'indiquer, ou de transfert de compétences. Je vise notamment les transferts de compétences qui interviennent en ce moment entre les départements et les métropoles. L'obligation de maintenir le régime indemnitaire, la création d'une indemnité de mobilité qui a visé pour partie les agents régionaux, le maintien de la couverture en matière de protection sociale complémentaire en cas de changement imposé par l'employeur, l'ouverture obligatoire d'une négociation sur l'action sociale lorsque le nouvel employeur compte plus de 50 agents, et l'obligation pour le CNFPT et les centres de gestion de proposer des actions de formation, d'orientation et d'évaluation destinées à favoriser le reclassement des agents dont l'emploi serait supprimé lors d'une évolution intercommunale. Je ne citerai évidemment pas l'intégralité de ces mesures, mais je tiens à vous assurer que le ministère que je représente, et bien sûr le ministère de la fonction publique par la voix de sa ministre Annick Girardin, sont extrêmement vigilants à veiller à la bonne application de ces mesures d'accompagnement de réforme. J'ai d'ailleurs conjointement parrainé avec Annick Girardin un vade-mecum des mesures d'accompagnement des agents de la fonction publique qui est publié par l'Association des communautés de France et qui liste de manière exhaustive toutes les mesures d'accompagnement envers les personnels, et je vous y renvoie. À ce titre, les centres de gestion sont des outils indispensables pour accompagner les évolutions dans la gestion des ressources humaines aux côtés des employeurs. La loi déontologie a d'ailleurs conforté leur rôle essentiel d'accompagnement et de conseil avec l'octroi de 2 nouvelles missions obligatoires, le secrétariat des commissions consultatives paritaires et la fonction de référent déontologue, l'élargissement du champ des missions facultatives à toute mission de conseil juridique, la prise en charge de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et la reconnaissance du rôle d'observatoire de l'emploi au niveau régional. Je sais que vous en avez parlé ce matin. Je sais aussi les enjeux pour les centres de gestion, je sais aussi un certain nombre de leurs inquiétudes, s'agissant notamment du seuil d'affiliation, puisque mécaniquement les périmètres augmentant, le seuil d'affiliation à 350 agents peut avoir un impact sur les finances des centres de gestion. Il y a, je le sais, entre les centres de gestion et les intercommunalités, parfois des rivalités qui peuvent se naître en se disant que les intercommunalités feront peut-être demain localement ce que font les centres de gestion. Je rappelle l'attachement des centres de gestion et des maires aux centres de gestion parce qu'ils considèrent que la gestion de leur personnel est ainsi plus neutre et plus déconnectée des réalités locales qui ne sont pas parfois que des bénéfices. Et enfin, je sais la petite incertitude juridique qui naît du point de vue de l'Union européenne s'agissant du poids grandissant dans les financements des centres de gestion de leur mission facultative. Sachez que nous avons un regard particulier sur ces 3 thématiques qui, je crois, vous animent.
Au-delà de l'impact de la réforme territoriale sur les agents et au vu de votre table ronde de l'après-midi, je tiens à vous redire mon attachement et celui du gouvernement au statut de la fonction publique. Il faut sans doute s'interroger régulièrement sur les voies d'évolution de ce statut pour l'adapter aux nouvelles attentes de nos concitoyens. Le statut, ce n'est pas une langue morte, ce n'est pas une matière inerte, et c'est certainement lui rendre un bon service que de continuer à le questionner en continuant à faire vivre le débat. D'ailleurs, je note que ce statut a beaucoup évolué depuis sa création, pas moins de 255 modifications législatives, et j'en profite pour exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur le ministre Anicet Le Pors, qui, rappelons-le, est le père du statut de 1984. Nous en discussions tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une réforme qui a profondément marqué l'organisation territoriale de notre pays. Mais il faut également préserver le caractère fondamental, la consécration des droits et devoirs des fonctionnaires comme autant de garanties d'impartialité, d'indépendance et de neutralité du service public. 2 textes sont venus moderniser ce statut. La loi relative à la déontologie des fonctionnaires, votée au mois d'avril dernier, qui permet notamment un meilleur encadrement du cumul des activités privées et publiques et reconnaît le rôle de lanceur d'alerte des fonctionnaires. Le protocole parcours professionnel carrière rémunération, que vous appelez tous le PPCR, qui marque une avancée pour la clarification des rémunérations, même si j'entends les doutes qui s'expriment parfois sur ces dispositions, mais une clarification des régimes indemnitaires pour minorer les écarts de rémunération au moment de la retraite, l'harmonisation des grilles entre les 3 fonctions publiques par souci d'équité et pour favoriser les mobilités. Les débats sur la fonction publique, sur le statut, sur les effectifs, sur le temps de travail ne sont pas illégitimes en soi, d'ailleurs aucun débat ne l'est. Mais il me dérange, je vous dis les choses comme je les pense, lorsqu'ils sous-tendent une fracture avec le secteur privé et laissent à penser auprès de l'opinion publique que les fonctionnaires bénéficient de privilèges indus. J'avoue que le débat en ce moment est profondément heurtant, tant pour les élus que pour les fonctionnaires, et il faut redire notre attachement collectif au statut, à ses garanties, mais aussi aux devoirs qu'il génère. Les fonctionnaires sont les chevilles ouvrières au quotidien du respect de l'intérêt général et de la préservation de notre modèle social. Ils représentent 20% de la population active, 5,4 millions de personnes, sans compter les nombreux fonctionnaires retraités. Ils incarnent le service public. Certes, nous avons une obligation de résultat dans la modernisation de la fonction publique et du service public, et nous nous y attelons. Dans son discours à l'occasion de la semaine de l'innovation publique le 17 novembre dernier, le président de la République s'est rendu aux ateliers qu'organisait Annick Girardin, qui était intitulé « Ma fonction publique se réinvente » et a rappelé les enjeux majeurs d'évolution de la fonction publique que je veux brièvement vous rappeler. L'intégration du numérique, la dématérialisation, le développement du télétravail, autant de thèmes que vous allez approfondir lors de vos tables rondes de cet après-midi et sur lesquels nous sommes mobilisés. Le CGET a ainsi piloté des groupes de travail dans une large concertation préalable au déploiement d'un plan national pour le développement du télétravail. Plus largement, ce sont des thèmes qui m'interpellent particulièrement, dans la mesure où le développement de ces modes de travail repose aussi sur des enjeux d'aménagement du territoire. Évoquer les bienfaits de la dématérialisation ou les avantages du télétravail suppose de parler des conditions matérielles qui les rendent possibles, la résorption des zones blanches et de la téléphonie et le développement du très haut débit en constituent les points forts. La réduction de la fracture numérique, chantier lourd que nous avons engagé avec détermination et pour lequel nous avons engagé aux côtés des collectivités beaucoup de fonds publics, permettra de moderniser les pratiques des agents publics. L'autre élément de modernisation, c'est l'intégration d'une culture du développement durable. C'est d'approcher différemment la mobilité des fonctionnaires. C'est de faire en sorte que la lutte contre les discriminations et l'intégration de la diversité dans les recrutements soit une priorité. C'est aussi, notamment pour les élus et pour les agents territoriaux qui travaillent dans les métropoles ou dans les grands centres urbains, se sensibiliser au sujet de villes intelligentes, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui des marqueurs puissants du fait métropolitain, mais pour lesquels, nous le savons, un besoin de formation existe encore tant chez les agents que chez les élus. C'est notre capacité à relever ce défi de la modernisation du service public qui déterminera au final la force d'attractivité de la fonction publique pour les plus jeunes et qui conditionnera leur engagement, qui est un bel engagement. Je crois en la capacité de la fonction publique à se renouveler, à se moderniser, à attirer de nouveaux talents.
Les moins de 30 ans représentent déjà 14,6% des emplois publics, fonctionnaires et contractuels, soit 750 000 jeunes, dont 300 000 fonctionnaires. Je crois également en sa capacité à être à l'image de la société, ouverte sur la diversité, vecteur d'intégration professionnelle pour les jeunes peu ou pas diplômés, pour que la fonction publique soit à l'image de la société qu'elle sert. Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des dispositifs que vous avez évoqués ce matin lors de vos tables rondes, la création de diplômes universitaires spécialisés, l'apprentissage, les emplois aidés, les dispositifs d'accès et l'accompagnement des centres de gestion et du CNFPT. Mais je veux toutefois souligner qu'en matière d'apprentissage, la territoriale montre la voie avec ses 10 000 apprentis. Dans la fonction publique d'État, 4 400 apprentis ont été recrutés en 2015, soit davantage que l'objectif de 4 000 initialement fixé par le plan de développement. Au-delà, le gouvernement, et plus particulièrement sa ministre de la fonction publique, a le souci de valoriser les engagements des jeunes par la reconnaissance des acquis, des apprentissages et des services civiques. Ainsi, dans le cadre du projet de loi que nous appelons le PLECT, le projet de loi Égalité-Citoyenneté, il a été proposé la possibilité pour les apprentis de faire valoir l'expérience professionnelle acquise dans le cadre de l'apprentissage, dans le privé comme dans le public, pour l'accès au 3e concours. Ou encore de faire valoir l'expérience acquise dans le cadre d'un service public ou du volontariat international pour l'accès au concours interne et au 3e concours. Enfin, nous portons une attention particulière à la diversité des recrutements à travers plusieurs dispositifs. Le pacte, qui permet à des jeunes peu ou pas diplômés d'accéder à des emplois de catégorie C, les classes préparatoires intégrées pour préparer les concours de la fonction publique, les campagnes de communication pour faire connaître les carrières de la fonction publique et les concours qui y donnent accès. Par ailleurs, le gouvernement veille à ce que l'accès par concours ne soit pas objet de discrimination. Je sais que cette journée de réflexion et d'échange sur l'attractivité de la fonction publique territoriale est des plus utiles. Je veux à nouveau remercier les organisateurs pour leur invitation. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'il touche à de nombreuses questions qui sont à l'origine de mon propre engagement politique, le service public, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, la défense de l'intérêt général, la préservation de notre modèle social, la protection de ceux de nos concitoyens qui sont les plus en difficulté, le dynamisme de nos territoires. Et avant vraiment de vous inviter à débattre et à m'interroger, je veux vous dire que ce sont autant de valeurs et d'objectifs que je vous sais partager et défendre au quotidien. Je vous remercie.